à Paris, ici au Maroc, en Espagne également, en Algérie, effectivement. En Algérie, c'était en 88 à Tizi. Et la rencontre avec Madame Tassadit a été pour moi un véritable révélateur. Le révélateur d'un phénomène assez rare au sein de la communauté amazirophone, de la communauté scientifique aussi, qui s'implique dans la recherche sur l'Amazigh, sur la culture amazigh. C'est aussi pour nous un événement parce que Madame Tassadit à côté d'être une chercheure, c'est aussi une enseignante qui a contribué à faire connaître à l'étranger, à Paris notamment, un certain nombre de chercheurs qui travaillent sur l'Amazigh. Elle a également grandement contribué à former un certain nombre de jeunes chercheurs à un moment où l'université française commençait à peiner à reconnaître l'Amazigh en tant que champ tout à fait légitime pour la recherche scientifique. Il se trouve que les chercheurs en France, les chercheurs intéressés par la culture amazigh, par la langue amazigh, par la littérature amazigh, ils se faisaient de plus en plus rares. Sans dire que certains répugnent d'une manière ou d'une autre à être simplement, disons, dotés de convivialité par rapport aux jeunes chercheurs maghrébins. Et il était très important pour certains de trouver Madame Tassadit. Ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Et aussi, nous sommes contents à l'IRCAM d'organiser cet hommage parce que cet hommage va nous permettre de nous rendre compte que la relève dans le domaine de la recherche scientifique, non seulement en anthropologie sociale et culturelle, mais dans d'autres domaines, la relève est quasiment assurée. Nos jeunes collègues y sont formés au Maroc, mais à mon avis, nous avons tous besoin d'aller nous sourcer ou ressourcer à l'étranger parce que c'est ce qui nous permet de partager un peu ce que nous faisons les uns et les autres. Et le séminaire de Mme Tassadit a toujours été un lieu de partage. Et sur la scène universitaire parisienne, française d'une manière générale, encore une fois, cette qualité que possède de manière naturelle, dans la modestie, mais aussi dans l'assurance de quelqu'un qui présente tout à fait les standards de la compétence universitaire, eh bien, nous avons toujours été accueillis de manière amicale, fraternelle, par Madame Tassadit. Je fais sciemment allusion à cette qualité parce que si certains présentent aussi des qualités de chercheurs, il n'y en a pas beaucoup qui fassent preuve de convivialité, d'une certaine solidarité également. Et ce sont ces qualités qui ont permis à de jeunes anthropologues de faire leur première pas grâce
tu as fait, ce que tu continues de faire pour les études Amazigh et aussi pour les chercheurs dans le domaine Amazigh. Alors, c'est une merci d'être là. Évidemment, je reçois ce que vient de dire mon collègue et ami Ahmed Boukous avec beaucoup d'émotion, et je vous dirai pourquoi cette émotion. D'abord, je dois commencer par saluer les organisateurs, monsieur le recteur, monsieur le secrétaire général et monsieur le chef de département d'anthropologie, pour les efforts qui ont été déployés pour organiser cette cérémonie. Cette cérémonie, bien sûr, qui m'honore. Et en tant que femme, je le souligne ici, et chercheuse, et qui m'honore aussi, qui honore aussi la discipline que je représente. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense en reparler demain et mes collègues en parleront après. L'anthropologie qui n'a pas eu bonne presse en Afrique du Nord, donc c'est une jeune discipline et je suis heureuse aujourd'hui qu'on puisse parler de cela. Je suis également heureuse que cette auguste et majestueuse institution, majestueuse au double sens du terme, incarne tout ce qui me mobilise et tout ce qui a donné un sens à ma vie. Mais quand je dis à ma vie, c'est aussi aux femmes et aux hommes que je représente et qui me représentent. Je dis cela avec beaucoup d'émotion. Il y a 3 moments d'émotion. Je dirais la première, et l'émotion, vous savez, en anthropologie, ça s'étudie. La subjectivité, on peut aussi objectiver et savoir pourquoi on ressent de l'émotion. Alors, je dois raconter des histoires. Je me souviendrai toujours. En 1990, j'ai mis pour la première fois les pieds au Maroc et à Rabat. Je ne connaissais pas le Maroc, je ne connaissais pas Rabat. Et je venais pourquoi? En fait, je venais parce que ces deux larrons-là avaient organisé un colloque sur l'identité et la mémoire de Manuel Pluriel, je crois, quelque chose comme ça. Et alors, donc, ils m'ont invité avec Nabil Fares pour parler, c'était le premier anniversaire de la mort de Mamri. Vous voyez la transmission, comment elle s'organise. Donc, il fallait parler de Mamri. Donc, on arrive, mais je savais, il le savait, et nous rations les murs à l'époque. Et ça, je crois que c'est très important d'en rappeler aujourd'hui. Les acquis ne tombent pas du ciel, les acquis, ce sont des efforts consentis, et j'étais très heureuse que tu puisses évoquer cela. Alors, donc, nous rasions les murs, parce qu'il fallait pas. Alors, il fallait donc. Le défi, c'était de parler de Mamri, mais sans en parler. Alors, comment faire? Il fallait que j'honore l'invitation, et j'étais heureuse aussi de parler pour Mamri, même s'il était mort. Il était important qu'il continue à survivre par nous, à vivre par nous, à transmettre sa mémoire. Donc, on est aussi très embarrassé. On en parlait avec Thalès. Alors, lui, c'était un lacanien qui aimait le verbe, c'était facile de parler de littérature. Mais moi, j'étais bien coincée. Il fallait parler de quelqu'un que je connaissais. Mais, encore une fois, sans dire ce qu'il fallait. Alors donc, j'avais trouvé un moyen de parler de Mamri à Rabat. C'était Mamri à Rabat, c'est-à-dire le Mamri de 1950 ou de 1000, je ne sais plus quoi. Enfin, il était là en 1940 et puis après en 1957. Donc, j'ai parlé de cette période-là, mais sans plus. Mais simplement, la grande frustration, c'est que mes amis m'avaient invité pour parler de Mamri. Ils étaient contents qu'il n'y ait pas de vague. Mais de l'autre côté, la grande frustration, c'est que nous n'avions pas parlé du Mamri, qui était donc un signe de ralliement, un signe de reconnaissance. En fait. Voilà. Et donc, le Mamri dont il fallait parler, c'était en fait celui qui croyait réellement que l'anthropologie pouvait sincèrement donner vie à toute une civilisation menacée de toutes parts. C'était le Mamri qui disait « Il était temps de happer les dernières voix avant que la mort ne les happe, tant que le verbe résonnait sur la terre de mes pères depuis Sifat et Sokonis. » C'était donc le Mamri des années 80, le Mamri qui entendait vraiment, qui avait une détermination à sauver la culture amazigh. Et donc c'était ce combat-là
que nous ressentions à l'époque et que nous voulions rejoindre. Alors, donc évidemment, rester de Normandie, comme je viens de le dire, constitue en fait une sorte de frustration, mais n'empêche que le signe était là, le lien était là, et je dirais ce que vient de dire Ahmed m'a beaucoup touché aux larmes. Je dis qu'il y avait quand même un signe de reconnaissance d'une fraternité. Mais cette fraternité, ce n'était pas une fraternité fermée, ce n'était pas une fraternité jalouse, ce n'était pas une fraternité, quand on veut critiquer les cultures dominées aujourd'hui, on dit, bon voilà, ils sont fermes entre eux, mais ce n'est pas ça du tout. La fraternité qui nous animait, c'était une fraternité d'infortune. C'était une fraternité, je veux dire, de souffrance en fait. Parce que là, j'espère que un petit documentaire sur Awel qui va apparaître, vous allez voir, tout en parlant de la revue, Adnani avait fait parler quelques collègues. On ne se connaissait pas, on ne s'est pas raconté l'histoire et vous allez voir que chacun avait souffert à sa manière, tout jeune. C'est leur identité première. Donc ça, il ne faut absolument pas confondre donc, les niveaux. Alors donc c'est cette émotion-là. Et pourquoi l'émotion? En fait, c'est ce chemin parcouru. Ce chemin, en fait, jusqu'à aujourd'hui, on oublie que c'est une langue oubliée depuis des millénaires. C'est une langue stigmatisée. En fait, c'est ce chemin parcouru pour retrouver une langue. C'est le chemin donc d'une langue retrouvée, d'une civilisation qui a été innommable, en tous les cas en Algérie jusqu'aux années 80, et ici aussi presque à la même période, civilisation donc reconnue comme légitime. Et c'est très important. Et là, je ne peux pas rejoindre aussi quelqu'un d'autre qui était un grand homme qui était venu ici en 57-58. C'était Jean Rouge qui disait « Je ne sais pleurer quand elle rit ». Et où il disait finalement, qu'est-ce que c'est que l'identité? L'identité des pauvres, l'identité des colonisés, c'était quoi? C'est en fait qu'on leur reconnaisse une filiation. Et là, on est en pleine anthropologie. Il disait donc cette filiation qui est à la fois une ascendance et une descendance. Or, le colonisé, on ne lui reconnaissait pas cette filiation-là. Le colonisé, en fait, il était coincé entre une ascendance qu'on ne lui reconnaît pas, parce que dans les temps, les ancêtres ont été vaincus, donc on ne parle pas de son histoire, mais aussi on lui dénie toute descendance, c'est-à-dire qu'on ne peut pas transmettre. Et là, on est en plein donc, dans la transmission, et voilà, donc cette reconnaissance-là est très très importante pour reconnaître en fait toute une filiation intellectuelle et une filiation, je dirais, presque réelle. Pourquoi? Parce que là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous allez voir que nos noms, nos prénoms ont été tous ont été changés à un moment donné de l'histoire. Ça, c'est donc la première émotion. La deuxième émotion, c'est le Maroc. Pourquoi le Maroc? Et oui, pourquoi le Maroc? Pour moi, mon Maroc à moi, c'est celui de beaucoup, c'est celui de Moujahid, c'est celui de Ali Abraham que j'ai connu tout le temps et qui venait me rendre visite à Paris, c'est celui d'Abdelrahman, c'est celui, je ne sais pas si j'ai oublié, de Fatim, les deux Fatima Bokhaïs et Fatima Amna, etc. Je risque d'oublier. Et ce Maroc, finalement, c'était quoi? En fait, je suis revenue sans le savoir. Là, on n'est pas du tout dans la programmation, sans le savoir sur les pas de Maroc. Il parlait de ce Maroc comme d'une mémoire. C'était, en fait, on parle du Maroc comme une mémoire de culture, de civilisation, de diversité extraordinaire, comme on parle aussi des Touaregs comme la mère de la langue berbère dont on va chercher le lexique continu. Alors que ce Maroc-là, finalement, je le dis aujourd'hui, même si je sais que, bon, je ne vais pas le dire. Donc ce Maroc-là, aujourd'hui, si vous voulez, il représente une richesse, il représente une diversité. Et cette diversité-là, c'est ce qui va combler un peu les trous dont on parlait tout à l'heure à table, de cette culture amazigh, qui est en fait comme une gruyère. On a un verbe ici, on a un substantif là-bas, on a, je ne sais pas, par exemple, au niveau de l'anthropologie, pareil, donc on a les termes de parenté, on a beaucoup d'éléments qui sont d'une richesse extraordinaire, mais on n'a jamais cherché à combler les trous par la connaissance de l'autre. Et là, on peut dire connaissance, en fait, c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance de cette fraternité parce qu'elle a été créée par l'infortune, mais aussi de cette reconnaissance effective, intellectuelle. Et là, je vois, en tant qu'orpheline réelle, parce que j'ai été orpheline, comme mon collègue ici, et mais aussi en tant qu'orpheline symbolique. J'avais
j'étais gamine, je ne vous le dis pas, j'ai souffert le martyre avec ce prénom d'Azadite. J'ai souffert le martyre parce que il n'était pas compris, parce que c'était pas un prénom qui était dans la culture et la mobilité. Et le seul endroit où on m'accueille, mais en rigolant, parce qu'au Maroc, Azadite existe, mais c'est un adjectif. Et j'étais heureuse quand j'allais à l'eau, je voyais toutes les barques de pêcheurs simplement Azadite. Parce qu'il fallait que ça ramène les poissons. Je suis heureuse. Ça veut dire quoi, la chanceuse. Oui, pour ce que je suis. Ça ne veut pas dire mes titres. Voilà. Quand Fatima Zahra me prend dans ses bras et qu'elle pleure, je sais pourquoi. Elle pleure parce que, bon, voilà, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle une filiation-là. Pas paternelle, mais maternelle dans ce cas-là. Oui, donc c'est ça qui est important. Et ça, je crois que l'IRCAM et le Maroc en général devraient être fiers d'être cette ruche où des essaims de partout viennent butiner et viennent. Voilà, mais ça, je trouve que c'est très très important. Cette filiation-là, il faut la donner. Et la culture berbère dépasse les frontières. Et si vraiment nos institutions veulent nous aider, c'est de nous permettre d'aller ici et là reconstituer, pas du tout, c'est pas du tout un projet politique, mais c'est un projet culturel qui ferait sauter plein de verrous. Donc c'était ça que je voulais vous dire. Et voilà. Donc, comme je vous disais tout à l'heure à propos de Marie, c'était pas l'écrivain de langue française qui a été lauréat des Cajoliers qui nous avait intéressés. On est d'accord que Marie et Pharaon, le soient de très bons écrivains. Mais nous, ce qui nous parlait, c'était l'autre Marie. Celui qui était nous et celui qui nous représentait en quelque sorte. Et donc, c'était donc le Marie, je finis par lui, donc celui qui en fait soufflait sur la braise afin que le feu prenne. C'était celui qui essayait en tous les cas de retracer en quelque sorte des traces qu'on avait perdues. Et c'était donc cette autre culture, cette autre littérature, celle qui était recouverte d'un morceau de glace qui nous intéressait et que chacun de nous, je dis bien chacun de nous, à sa manière, est allé vers la source. Encore une fois, ce n'est pas du tout une source fermée, c'est une source ouverte. Et Marie ne travaillait pas simplement pour sa tribu, je suis désolée de le dire, pour lui le Maroc faisait autant partie de sa culture, et il y a aussi autre chose, l'universalité, la culture grecque, la culture latine, la culture française, qui ont enrichi cette culture, et c'est de celle-là, c'est à ces sources-là qu'on a bu et qu'on aimerait que la littérature, l'anthropologie, l'histoire doit contribuer pour qu'il y ait une véritable matrice culturelle, et je suis contente que l'IRCAM soit cette institution et elle devrait accueillir tous les orphelins comme nous.